Vous souvenez-vous de Sputnik 5 c'est pas le nom d'une fusée, c'est le nom du vaccin soviétique. Si vous en souvenez, c'était notamment au mois d'août, je crois, au mois d'août dernier, donc très tôt dans cette crise sanitaire. Les Russes disaient ça y est, c'est bon, on a un vaccin, il marche, il est efficace. Et devinez quoi, comme ça venait de Russie, l'ensemble du monde occidental, en tout cas dans toute l'Europe, on a bien rigolé en disant qu'effectivement ce vaccin n'était pas sérieux dans la mesure où effectivement, semblait-il, à l'époque, il n'avait été pas fait selon les normes, et notamment la période de phase 1, phase 2, phase 3, tous les tests n'avaient pas été réalisés comme il fallait, disait-on, en Occident. Et bien aujourd'hui, à la mi-journée, on a appris via The Lancet, le FT faisait le compte-rendu tout à l'heure, et bien que après étude du vaccin par des experts indépendants, selon les normes qui vont bien, et bien le vaccin russe Sputnik était efficace à 91,6% à l'issue des tests donc, cliniques de phase 3. Donc là encore, tests réalisés selon les normes en vigueur, y compris en Occident, ce qui, moi, a attiré mon attention, a plutôt bien fait rire. Et en même temps, c'est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'on aura plus de vaccins, enfin, en tout cas, à l'échelle de la planète. Quand, Flavien, là, ça vous a inspiré quoi de découvrir que finalement, les Russes étaient capables de faire des vaccins? On croyait que c'était des... On avait beaucoup commenté ces annonces. Comme c'était Poutine qui avait fait l'annonce, c'était forcément n'importe quoi. Finalement, non, ils sont capables de faire des vaccins qui marchent, et même des taux alors que c'est pas l'ARN messager, c'est des taux qui sont supérieurs aux vaccins, par exemple celui d'AstraZeneca, des taux d'efficacité. Comme quoi la science russe est encore au taquet. Que retenez-vous de cette espèce de surprise d'abord, non, mais d'abord, mais vous venez de le dire, c'est une très bonne nouvelle. Ouais. Comme on dit, dans une période de pénurie de vaccins, à chaque fois qu'un nouveau vaccin qui arrive sur le marché et qui respecte le protocole, qui est testé et qui montre son efficacité, c'est une excellente nouvelle. N'oublions pas quand même que la Russie, c'est un grand pays, il y a de grands scientifiques, et c'est vrai que quand les annonces ont été faites cet été, ça a suscité beaucoup de scepticisme, parce qu'ils ont communiqué très en amont, très en amont, voilà. La phase 3. Je pense que tous les tests n'avaient pas été effectués à ce moment-là, et que effectivement tout le monde a fait preuve de prudence, voire de scepticisme. Mais à partir ce qui est bien avec les vaccins, c'est que c'est scientifique, c'est-à-dire qu'il y a des protocoles pour que les autorités sanitaires européennes valident un vaccin. Ça répond à des protocoles. Non, c'est pas encore le cas, c'est pas validé par les autorités sanitaires. Non, mais c'est en cours. C'est-à-dire que si les autorités sanitaires européennes donnent leur go, tant mieux, ça fera plus de vaccins pour accélérer cette vaccination que tout le monde attend aujourd'hui, ou quasiment tout le monde. Cahier sur l'image de la Russie que ça donnait à l'époque et qu'on projette aujourd'hui, sans rentrer dans les sujets relatifs au traitement de l'opposition de M. Navalny. Si on a le temps, on en parlera à la fin de l'émission, mais c'est pas sûr. Cette annonce, c'est aussi d'abord une bonne nouvelle à l'échelle de la planète. On ne sera probablement pas vacciné en France avec le Sputnik 5, mais d'autres pays, oui. Enfin, d'abord les Russes, c'est déjà le cas d'ailleurs. Mais... Bien sûr, je suis complètement d'accord avec vous. Je pense que c'est plutôt et avant tout une bonne nouvelle. Le plus de vaccins, le mieux. Après, la question, c'est de voir le temps que ça va mettre vraiment pour en arriver à la population. Ça a toujours été la question, et avec AstraZeneca, avec Pfizer, avec tous les autres boîtes et pharmaceutiques qui ont travaillé sur le sujet. Mais je pense que c'est une très bonne nouvelle. En l'occurrence, ça a été aussi validé par un comité indépendant. Donc, c'est un premier grand step pour bien faire les choses. Donc, je vous rejoins sur la lecture plutôt positive de ces nouvelles. Tiens, je vous pose une question, puisque vous êtes dans l'investissement capitaliste. Est-ce que vous voyez passer à dimension européenne, je disais que votre fonds est basé à Londres. Est-ce que vous voyez passer des boîtes russes dans les demandes de financement, dans les propositions qui vous sont faites, et quel regard, a priori, vous portez sur je sais pas quoi, les startups russes par rapport à d'autres pays? C'est une bonne question dont j'ai une réponse assez facile. C'est que nous, on se concentre surtout en Europe. Ouais. Et donc, en l'occurrence... en Europe, au sens de l'Union européenne.
Plus Non. non, parce que la Grande-Bretagne n'est plus dedans, donc Au sens de l'Europe, sens pas large. jusqu'à l'Oural. Mais la Russie, la grande partie du territoire reste toujours en Asie. Donc, c'est notre vocation, c'est vraiment d'investir en Europe. Ça a été le cas depuis les 20 ans qu'on a commencé à travailler chez Balderton Capital. Parce que notre idée, c'était justement de dire, en Europe, on peut créer des géants mondiaux. Il ne faut pas juste aller aux US pour les trouver, on peut les faire en Europe. Il faut juste avoir cette vocation à être des très grandes boîtes à l'échelle internationale. Donc, la réponse est de dire, on voit des sujets passer, mais on les étudie pas trop en profondeur généralement parce qu'on considère que c'est en dehors de notre thèse d'investissement qui reste centré sur l'Europe ou les fondateurs entrepreneurs européens, en l'occurrence. Et dans la banque, on a quel regard sur la Russie Bon, c'est un grand pays. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai que dans une période où on est dans un contexte économique compliqué quand même, on voit bien que c'est vrai dans le secteur bancaire, mais c'est vrai dans tous les secteurs économiques, tout le monde se recentre un peu sur son cœur de métier. Et les banques européennes, leur marché domestique, c'est quand même avant tout chez l'Europe. eux. Ouais, c'est l'Europe, c'est la zone euro, même si on va même plus loin, c'est la zone euro pour plein de raisons, mais des raisons évidemment historiques et puis aussi des raisons de marché domestique. Donc voilà, après, la vraie question, c'est pour le secteur bancaire, effectivement, c'est pour demain, après-demain, résister face à la crise, mais le secteur bancaire est concerné comme tous les autres secteurs d'activité. Il y en a qui sont beaucoup plus frappés par cette crise, le transport aérien, par exemple, des activités touristiques. Mais cette crise aussi rappelle que la solidité du secteur bancaire en Europe est stratégique, justement pour résister à la crise. N'oublions pas que 2008, c'était pas il y a si longtemps. C'est avant tout une crise financière, avec un système financier aux US qui s'écroule et qui, par effet de domino, se transforme en crise économique. Il faut rappeler que depuis cette crise, les règles, notamment les règles de Bâle qui régissent le secteur bancaire, les règles en matière de fonds propres, ont été considérablement renforcées. Ah bah oui, donc les banques sont beaucoup plus solides. Aujourd'hui, pour résister à un choc économique, elles sont beaucoup plus solides qu'il y a 10 ans ou 12 ans. Et donc pas forcément tenter d'aller trop en Russie en ce moment, puis il y a quand même des sujets, même si on ne va pas creuser des tas de droits évidemment. Allez, tout de suite, on va élargir la question de la stratégie vaccinale, de l'éventuelle dimension soft power de celle-ci. C'est l'objet du premier débat.